je suis ravie de vous accueillir pour ce premier séminaire virtuel d'Erita. Donc moi, c'est Gwendoline Coquet, je suis conseillère outre-mer à la Chambre d'agriculture France et co-animatrice nationale des réseaux d'innovation et de transfert agricole aux côtés de mes collègues Sophie Cluzot de l'ACTA, les instituts agricoles, et de Jean-Marc Thévenin du CIRAD. Donc selon le parcours que vous avez choisi aujourd'hui dans ce séminaire virtuel, vous avez certainement eu l'occasion de croiser l'un ou l'autre d'entre nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit rappel, ou une présentation de ce que sont les RITA, les réseaux d'innovation de transfert agricole. Et donc, j'ai encore oublié de vous préciser les recommandations et le déroulé de cette vidéo. Donc, la séquence est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, pensez à bien couper votre caméra. Pendant les présentations, on a coupé les micros pour le confort de tous. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous aurez la parole en fin de présentation lors de la séquence d'échange et de questions-réponses. Donc les RITA, ce sont des réseaux d'innovation et de transfert agricole présents dans presque tous les territoires d'outre-mer. Leur mission, c'est de transformer en solutions concrètes les travaux de la recherche et de l'expérimentation sur des questions agricoles que se posent les agriculteurs ultramarins. Et donc, c'est des dispositifs uniques qui rassemblent tous les acteurs du développement agricole pour qu'ils puissent ensemble relever des défis locaux, qui soient techniques, économiques, environnementaux, et inventer des pratiques plus durables dans un esprit d'agroécologie. Les RITA sont soutenus par le ministère de l'Agriculture, le ministère des Outre-mer via son bras armé aussi l'ODEADOM, et donc comme je vous le disais, animé par Chambre d'agriculture France, ACTA et CIRAD. Et donc l'état d'esprit de ces réseaux, c'est de passer d'initiatives locales à une force collective ultramarine. Donc ces dernières années, il y a eu un vrai tournant qui a été amorcé entre les premières phases des RITA et aujourd'hui on est dans la phase des RITA 3. Nous avons retravaillé le plan d'action de l'animation nationale avec une ambition qui est assez claire. C'est vraiment accélérer le transfert d'innovation, renforcer les projets interterritoriaux et à valoriser les résultats de la recherche et du développement. Et cette dynamique s'est déjà traduite par des actions très concrètes, à l'image de ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc à droite, le colloque annuel d'Erita qui se tient chaque année au Salon de l'Agriculture et qui permet à tous les collègues et partenaires du réseau de se retrouver en présentiel et autrement que derrière un écran. Nous avons également produit le guide méthodologique du transfert des innovations agricoles aux agriculteurs ou encore la mallette RITA de l'animateur. Il y a également la production de cartographie, des acteurs sur les territoires, des réseaux complémentaires d'Erita, parce qu'on ne travaille pas en silo, on collabore avec l'ensemble de nos collègues nationaux et ultramarins pour vraiment faire en sorte que l'information circule et susciter les collaborations entre les différents territoires. Et j'en profite également pour vous faire part de la suite en fait du projet de l'animation nationale. Ça s'appellera RITAxiom. Avec les RITA, accélérer le transfert des innovations dans les Outre-mer. C'est un projet qui a été déposé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Transition et Souveraineté du ministère de l'Agriculture. Il est en attente d'acceptation et on espère pouvoir démarrer les travaux d'ici la fin de l'année. Les nouvelles inflexions de ce grand projet sont les suivantes. C'est tout d'abord de mobiliser des référents impact et transfert sur les territoires pour mieux documenter les actions des réseaux sur les territoires, de créer un incubateur RITA pour accompagner les projets interterritoriaux et de lancer des appels à projets dédiés pour favoriser les collaborations entre les territoires. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation succincte d'Erita. Je donne la parole à mes chers collègues qui vont se présenter eux-mêmes et je vous souhaite à tous un excellent séminaire.
bonjour à tous. Moi, je suis Raphaël Morillon, je suis directeur de recherche au CIRAD et je suis responsable de l'équipe Agrumes pour le CIRAD et pour l'INRAE, dans la mesure où nous sommes basés sur différents territoires comme la Guadeloupe, la Martinique, Montpellier et également en Corse. Manuel? Oui, bonjour, je suis Manuel Gérard, donc je suis là, j'interviens en tant qu'animateur de l'Iguaflore, donc qui est l'interprofession guadeloupéenne des fruits et légumes, basée donc en Guadeloupe. Et je vous détaillerai un peu plus tout à l'heure nos actions. On va vous partager une présentation. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bon. Voilà, un pouce en l'air. Merci. Voilà. Et le titre de notre présentation, on va s'intéresser au HLB. Donc, c'est une maladie très grave qui ravage les agrumes aujourd'hui dans le monde. Et on va essayer de vous donner une vision un petit peu globale de la situation de l'agrumiculture dans le monde avec cette maladie. Et également des informations sur le plan de relance qui est mis en place en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que le HLB? Le HLB, c'est ce qui veut dire qui est l'autre nom, les autres noms connus sont le Wanglongbing ou citrus greening. Wanglongbing en chinois, ça veut dire la maladie du dragon jaune, maladie des pousses jaunes. Donc c'est une maladie qui est connue depuis 1880 et donc il existe un pathosystème qui est constitué par un agent pathogène, une bactérie, Liberibacter, Candidatus liberibacter, avec trois sous-espèces, Asiaticus, Africanus et Americanus. Cette bactérie est transmise par deux vecteurs différents, que ce sont des psylles, Diaphorina citri, Triosa erythrae. Ce sont des insectes piqueurs-suceurs qui se nourrissent sur les arbres, sur les jeunes pousses, et qui peuvent transférer la bactérie. Également est impliquée, bien sûr, la plante hôte, les agrumes. Il faut savoir que tous les agrumes cultivés que vous connaissez, orangers, mandariniers, pamplemoussiers, sont sensibles à cette maladie. Il existe quelques rutacées apparentées qui sont, elles, résistances strictes. Autrement, elles sont tous sensibles. Dans le pathosystème, également est impliqué l'environnement, donc par exemple le déficit hydrique, les maladies comme le phytophthora ou la tristeza, qui peuvent être extrêmement impactantes dans la mesure où, associé au HLB, l'impact sera encore plus important. Alors, quelles sont les localisations et l'impact économique de cette maladie? On retrouve cette maladie un peu partout dans le monde, dans les zones cultivées. On la retrouve au Brésil, aux États-Unis. On le retrouve également en Afrique, bien sûr en Asie. Actuellement, les deux zones qui ne sont pas pour l'heure encore impactées sont le bassin méditerranéen et l'Australie. On voit sur l'illustration de droite, sur le graphe, l'impact de la maladie en Floride. En près de 20 ans, on a eu une chute de près de 80, même aujourd'hui à 90% de la chute de production. Ça entraîne donc des dégâts extrêmement importants et du point de vue économique, ce sont des milliards de dollars de moins pour l'économie de l'agrumiculture aux États-Unis et des dizaines de milliers d'emplois affectés. Donc, dans la on est extrêmement intéressé à étudier cette maladie dans la mesure où elle pourrait arriver dans le bassin méditerranéen dans la mesure où les vecteurs sont déjà présents. Alors, petite illustration de l'impact sur la Guadeloupe, hein, c'est un territoire que l'on étudie depuis une vingtaine d'années. La maladie a émergé dans les années de 2010, 2012. Et il a fallu, si vous regardez le graphe du centre, à peine 2 ans pour avoir une chute de près de 80% des chutes de la production fruitière. Si on regarde le Brésil, on s'aperçoit que la chute de production et les taux d'infection ont eu lieu, sont restés pendant les 20 dernières années inférieurs à 20%. Dans la mesure où on a utilisé très largement des pesticides. Aujourd'hui, vous voyez que les taux d'infestation sont extrêmement hauts. On est passé à près de 47% cette année. Ça veut dire que la maladie n'est plus sous contrôle.
La situation du bassin méditerranéen. Je vous ai dit que c'était une grosse problématique pour nous, dans la mesure où il faut on se prépare à l'émergence de cette maladie. Et vous voyez que les deux vecteurs, Triosa et Diaforina, sont déjà présents. Triosa en Espagne et au Portugal, et Diaforina citri est présent à Chypre et en Israël. Une forte inquiétude dans la mesure où l'on sait qu'il faut généralement 7 ans entre l'émergence, la présence des psylles et l'émergence de la maladie. Vous voyez que là, on est au-delà de ces 7 ans. Et donc, on sait que ça va être, il va falloir, si la maladie apparaît, ça va entraîner un impact extrêmement important au niveau économique et sur l'ensemble de l'agrumiculture méditerranéenne. Alors, un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce que cette maladie. Je vous présente quelques illustrations. Nos amis qui sont aux Antilles ou à La Réunion connaissent très bien ces psylles, notamment Diaphorina citri, que l'on voit sur la gauche. On voit également des adultes sur des jeunes pousses. Si vous êtes amené à faire des recherches pour vérifier si vos arbres sont infectés, ce qui est important, c'est d'essayer de rechercher ces petits psylles qui sont donc d'une taille de à peine 2 à 3 mm. Les œufs qui sont de taille orangée, et vous voyez également les larves. Pour le psylle africain, on a aussi des larves et des œufs qui sont assez similaires. Alors, les œufs sont jaune pâle, en forme d'amande. On les trouve principalement sur les jeunes tiges. Et également, on peut avoir, pour les larves, l'apparition de filaments tout blancs qui sont sur les jeunes pousses. Alors, quelque chose d'extrêmement facile pour le reconnaître. Si vous voyez, regardez la photo du bas, vous voyez que le psylle a généralement un angle de 30 à 35 degrés par rapport à la tige lorsqu'il se nourrit. Et c'est une manière très très facile de le reconnaître. Donc un petit insecte de 2 à 3 mm qui a un angle de 30 à 35 degrés sur la pousse, vous êtes quasiment sûr d'avoir identifié un psylle. Au niveau de la plante, les impacts aussi peuvent être assez importants, dans la mesure où on voit apparaître effectivement des torsions des feuilles. Mais la chose la plus importante, c'est que la bactérie qui va être transmise par le psylle va entraîner une réaction hyper forte de la plante et qui va conduire au bouchage des vaisseaux. Les assimilats qui sont produits par les feuilles ne seront plus transloqués dans les racines ou dans les fruits et l'arbre va mourir très rapidement. Alors, une illustration de l'impact que cela peut avoir. Vous voyez sur cette photo de 99 au Brésil où les arbres la maladie n'est pas encore présente. Et dès 2005, on voit apparaître des jaunissements très importants avec une mort des arbres dans les vergers. Une autre illustration, sur cette photo, vous pouvez voir entre un arbre qui n'est pas encore affecté et qui présente peu de symptômes, jusqu'à un arbre très infecté, et donc plus de production, et un arbre qui meurt et qu'il va falloir arracher. Des illustrations également de l'impact que cela peut avoir au verger. On voit apparaître très souvent des grands rameaux tout jaunes. C'est l'illustration des bouchages des vaisseaux et du fait que les feuilles ne peuvent plus transmettre les assimilats vers la plante, vers l'arbre. Des symptômes également assez faciles à mettre à identifier, c'est si l'on regarde par exemple la photo en bas à droite, vous voyez des marbrures jaunes qui sont asymétriques par rapport à la nervure centrale. Ces symptômes-là sont spécifiques du HLB, on les retrouve également sur cette photo au niveau central, qui sont très différentes de celles qu'on peut avoir pour des carences, dans la mesure où dans le cas de carence, on va avoir des symptômes qui sont très similaires de part et d'autre de la nervure centrale. Ce n'est pas le cas pour le HLB. Également, des observations qui ont été faites dans le cas de feuilles très affectées. On voit également un épaississement des nervures, comme sur la photo présentée. Quel impact au niveau des fruits? Eh bien, ceux-ci on va également être extrêmement impactés dans la mesure où la coloration va être différente. Le nom de la maladie en anglais est le citrus greening, donc le verdissement. C'est ce verdissement au bas du fruit qui peut être observé.
Des déformations sont également observées dans le cas d'impact très fort de la maladie, que ce soit par exemple dans le cas de ce pamplemousse ou de cette orange. Euh, on voit également les pépins sont avortés et de façon encore plus grave, la qualité des fruits est affectée avec une très forte amertume. Donc, dans le cas d'arbres très impactés, on ne pourra pas utiliser les fruits et les vendre. Alors, quelles solutions peuvent-on proposer? Il existe différentes solutions, comme des solutions variétales, la lutte biologique et également les pratiques culturales. En termes de propositions vis-à-vis de, de- de nouvelles variétés, certains hybrides, certains qui sont pas résistants, présentent quand même des tolérances plus importantes. Sur l'illustration qui vous est présentée, vous voyez ici le pomelo Jackson qui se comporte beaucoup mieux que le pomelo Marsh. Toutefois, c'est simplement un retard vis-à-vis de la mort de l'arbre, parce que quoi qu'il arrive, l'arbre sera amené à mourir. Un autre moyen d'améliorer la tolérance, c'est d'utiliser du matériel polyploïde. Vous connaissez peut-être probablement tous la lime Tahiti, le gros citron vert qui est sans pépins. Et celui-ci, cette variété, est beaucoup plus tolérante dans la mesure où elle a des vaisseaux plus larges et il y a une limitation du bouchage des vaisseaux. Également, nous évaluons du matériel polyploïde, donc des tétraploïdes, qui apportent une meilleure tolérance. Ces différents génotypes, ces différentes variétés permettent de retarder la mort des vergers, mais ce n'est pas une solution durable. Actuellement, dans les recherches que mène le CIRAD, nous travaillons sur les genres apparentés, Microcitrus et Eremocitrus. On peut citer par exemple le citron caviar que vous connaissez, qui lui est résistant strict. Vous avez une illustration des citrons caviar sur la droite de ma présentation. Vous voyez que ce matériel est quand même très différent des agrumes que l'on utilise pour faire des jus, pour faire des fruits consommés. Donc, si vous faites des croisements, il sera quand même très compliqué et très long d'obtenir dans l'avenir du matériel résistant. C'est un travail de longue haleine que l'on a initié et aujourd'hui nous avons des populations et nous sommes capables de sélectionner des génotypes qui sont résistants et qui se rapprochent des traits de caractère que l'on recherche, par exemple comme l'orange et la mandarine. Alors, des solutions, on va dire, à moyen terme, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de créer du matériel innovant, par exemple de nouveaux triploïdes. Et dans le cadre des travaux qu'on a pu mener à Rougeole, en Guadeloupe, nous avons pu recréer des limetiers qui sont triploïdes, qui se comportent beaucoup mieux vis-à-vis de la maladie et qui ont aussi des caractères intéressants, comme par exemple le fait d'être remontant, c'est-à-dire de fleurir et de produire des fruits tout au long de l'année. Ce matériel est actuellement en évaluation sur Rougeole, mais également en évaluation avec différents agriculteurs en Guadeloupe. Bien évidemment, si les résultats sont prometteurs, ils seront partagés avec l'ensemble des autres partenaires à La Réunion et également en Martinique ou en Guyane. Euh, je vous ai dit que voilà, on essayait de créer du matériel résistant. Je vais passer vite sur cette diapositive, mais aujourd'hui, dans le cadre de nos travaux, nous avons aujourd'hui différentes populations qui nous permettent de sélectionner du matériel résistant strict. Ce matériel est séquencé, analysé, ce qui nous permet d'identifier les gènes de résistance, qui nous permettront normalement d'identifier les gènes de résistance et de pouvoir ensuite aller beaucoup plus vite pour la sélection du matériel résistant. Également, nous travaillons sur l'hybridation somatique, qui est un moyen de cumuler des traits d'intérêt. Donc, on fusionne des cellules de différents génotypes pour régénérer du matériel résistant. Des illustrations de ces différentes populations. Vous voyez sur cette diapositive, vous voyez de l'RM orange, différents hybrides. Vous voyez qu'on est quand même très, très éloigné du point de vue des traits, des caractères de matériel agrumes. Mais en recroisant ce matériel résistant, on escompte pouvoir créer du matériel porte-greffe, mais également de nouvelles variétés qui seront résistantes strictes. Alors, les stratégies vis-à-vis de la maladie aujourd'hui, pour vivre avec la maladie, il y a deux solutions. Il y a le choix de certains grands pays comme le Brésil ou Cuba, qui consiste à arracher les parcelles qui sont affectées,
et de replanter et d'appliquer des pesticides en très grande quantité, c'est-à-dire on parle de passer jusqu'à une fois par semaine des pesticides pour limiter la possibilité de réinfection. Et je vous ai dit que ça a fonctionné pendant les 20 dernières années. Aujourd'hui, c'est plus sous contrôle dans la mesure où on a de la résistance stricte qui s'est mise en place. En Floride, mais également en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique et en Guyane, on a une autre stratégie qui consiste à essayer de vivre avec la maladie, dans la mesure où on sait qu'il y a, par exemple, dans les zones où on replante, il y a des apparentés agrumes qui peuvent servir de foyer de recontamination. Donc on sait qu'il est illusoire de traiter. On mène aussi des projets en lutte biologique de manière à essayer de limiter la réinfection des parcelles. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, tout à l'heure, d'utiliser du matériel potentiellement plus tolérant, voire plus résistant. Enfin, les pratiques culturelles sont un élément extrêmement important, la nutrition, l'irrigation, pour maintenir plus longtemps les parcelles. Illustration de ce qui se passe au Brésil, près de 35 millions d'arbres à arracher. Aujourd'hui, dans le monde, on parle de plus d'une centaine de millions d'arbres arrachés pour ensuite replanter avec du matériel sain. Les pratiques de lutte chimique, c'est des traitements extrêmement importants avec des cocktails de produits chimiques donc, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on souhaite mettre en place aux Antilles ou à La Réunion. La lutte chimique, ça se traduit par, dès la plantation, des applications extrêmement fréquentes. Hein. Et quand les vergers sont adultes, je vous l'ai dit, on peut aller jusqu'à un traitement par semaine. La lutte biologique, celle-ci est efficace, c'est révélé efficace vis-à-vis de Triosa erythrae au Portugal et en Espagne, mais cela implique de faire des élevages extrêmement importants de micro-guêpes. Vous voyez cette micro-guêpe qui va venir pondre ses œufs dans les larves et qui vont permettre de limiter les populations de psylles. Pour Triosa, je vous ai dit que ça marche extrêmement bien. Par contre, dans le cadre de Diaphorina citri, donc le psylle asiatique, les résultats sont beaucoup moins prometteurs et donc il va falloir associer différentes méthodes pour contrôler ce psylle. Je vais passer la parole à Manuel Gérard qui va nous parler du plan de relance qui a été mis en place et qui devrait être financé en Guadeloupe. Manuel, je te passe la parole. Merci Raphaël. Donc oui, je prends la parole. Donc j'interviens en tant qu'animateur de l'Iguaflore, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'interprofession guadeloupéenne des fruits et légumes. Mais sachez qu'à travers d'autres activités, j'étais aussi animateur du RITA en Guadeloupe de 2013 à 2023. Donc j'ai bien connu l'arrivée du citrus greening à peu près en 2012, comme l'a dit Raphaël. Et il faut savoir que c'est le premier projet du RITA Guadeloupe qui a été monté. Donc l'ensemble des partenaires avec le CIRAD en tête, mais aussi l'IT2, la Chambre d'agriculture, la Sofruit, l'INRAE, les organisations de producteurs, se sont regroupés pour travailler sur ce sujet. C'est vrai qu'à l'époque, nous étions à 6 000 tonnes de production annuelle en Guadeloupe d'agrumes. Quand on compare à la production classique en fruits et légumes de fruits et légumes on peut retenir en moyenne à 10 000 tonnes de fruits et légumes par an, on se rend compte que cette filière était très importante pour la production locale à l'époque. Et malheureusement, en très peu de temps, cette production a fortement diminué et provoqué beaucoup de problèmes auprès des agriculteurs. Donc voilà, moi j'ai bien suivi tous ces travaux et fin 2024, le CIRAD a organisé une journée technique sur ces passerelles expérimentales. Où là, belle surprise, puisqu'on a pu tous constater qu'à l'époque, qu'à ce moment-là, les vergers étaient remplis d'agrumes et les présentations qui ont été faites remplissaient d'espoir un peu les gens qui étaient là. Donc, suite à ça, on a rapidement réfléchi ensemble et moi, je proposais aux responsables de l'Iguaflore qu'on engage des actions pour relancer cette filière, qui est quand même une filière importante, comme on l'a dit, en Guadeloupe, pas que pour le tiponche, hein, c'est une filière importante pour toute la souveraineté alimentaire. Donc voilà, donc on a présenté un plan de relance aux acteurs en février. Voilà, donc Raphaël, si tu peux passer à la diapo suivante.
Voilà, donc ce plan de relance, il est basé sur plusieurs points. Déjà, on a constaté qu'il y avait des financements qui étaient disponibles, peut-être pas suffisants, mais en tout cas disponibles. Donc, sur les projets du FEADER ou du FEDER, la recherche pourra continuer à faire ses travaux de recherche. Au niveau du FEADER, il y a aussi une intervention, la 7301, qui permet d'avoir des aides quand on fait des plantations pérennes. Donc, celle-là pourra être activée par les agriculteurs. Il y a bien sûr du POSEI, donc sous deux formes. Donc, le premier, c'est les aides aux producteurs et des aides à la production, donc là, qui seront accessibles quand il y aura de la production, mais surtout une aide à la production de semences et plants qui est dédiée aux pépiniéristes et qui permet de diminuer le coût final d'achat des plants par les agriculteurs. Donc, aide également très importante que l'on est en train de retravailler. Il y a le PARSADA, donc avec l'IT2 qui travaille sur des sujets évidemment de recherche appliquée et de technique sur ces sujets et qui continue à travailler là-dessus. Et puis, il y a des aides à la formation, donc bien sûr le VIVEA pour les agriculteurs et au CAPIAT pour les salariés des exploitations agricoles ou les techniciens des organisations de producteurs ou des groupements de producteurs ou de la chambre d'agriculture. Voilà, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, comme je disais, il y a une poursuite des activités de recherche. Donc, voilà, donc ça, Raphaël en a parlé. Le but, c'est vraiment de continuer à chercher des. Parce que là, on est donc sur des variétés deux variétés de citron vert. Hein, donc, il y a évidemment les autres agrumes sur lesquels il faut continuer à travailler. Et donc, tout ça, on a décidé de lier aussi notre action avec ce que pouvait apporter une activité apicole dans les vergers. Donc, on a tout de suite rencontré l'association Apigua ici en Guadeloupe pour voir s'ils acceptaient de travailler avec nous sur ce sujet. Et eux, ça les intéresse pour voir quel est l'effet de la pollinisation, par exemple, sur les vergers, la production de fruits. L'inverse aussi, les effets des vergers sur la vie des abeilles et bien sûr les aspects excusez-moi, il y a un petit truc qui s'affiche sur mon écran. J'espère que vous voyez toujours, voilà, une augmentation de la biodiversité, voilà. Donc l'importance de maintenir tous ces travaux de recherche. On a perdu Manuel. Ah, je croyais que c'était encore mon ordi qui avait bugué. Ouais, on dirait que... Est-ce que dans le chat, vous entendez Manuel ou pas? Non. Là, Ok. Donc c'est pas que nous, c'est vraiment lui. Et ben voilà. ah, Je pense qu'il va vite se se reconnecter. reconnecter. Est-ce que c'est une conséquence des secousses qu'ils ont eues hier ou avant-hier? Je ne sais plus. Voilà. Voilà, il est de retour. On le Allez, reprend. il voulait juste se faire un peu désirer. Je suis de retour. On voulait connaître la suite, Manuel. Tu nous as laissé Bah, en désolé. haleine au milieu On a- du plan de relance. Je suis désolé, on a des micro-coupures, je crois, et voilà, donc ça s'est reconnecté, désolé. Hop, donc on en était. Voilà, donc ensuite, le plan de relance, eh ben, il a constitué à faire. On l'a présenté déjà au mois de février, tout ce qu'on a réfléchi, et on a eu une grande présence de beaucoup d'agriculteurs, et de techniciens et autres. On avait plus de 150 personnes à cette réunion, donc pour montrer que ça intéressait vraiment beaucoup de personnes, et notamment les agriculteurs, qui soit avaient déjà eu des vergers d'agrumes, soit n'en avaient jamais eu. Donc on était plutôt satisfaits, et je pense que vous allez voir par la suite, les gens étaient plutôt euh, aptes à entrer dans ce plan. Donc voilà, donc pour recenser les agriculteurs intéressés, on a développé une communication spécifique en leur demandant de s'engager, de remplir une fiche voilà, qui les engage sur quelle superficie, où est-ce qu'ils sont situés évidemment, est-ce qu'ils sont prêts à mettre des parcelles à disposition pour des expérimentations, est-ce qu'ils veulent avoir des ruchers, des ruches dans leur verger, voilà, est-ce qu'ils ont des salariés, des choses comme ça qui mériteraient aussi d'être formés à l'agrumiculture. Et puis surtout accepter un suivi régulier du plan. Parce que le but, c'est vraiment de lancer ce plan avec des acteurs, de fonder un collectif, on va dire, mais qui accepte d'être suivi. Le tout, c'est pas d'avoir des plans sains qui soient diffusés comme ça à tout le monde et qu'on sache pas ce que ça devienne. Nous, le but, évidemment, de l'interprofession est de structurer cette filière. Donc,
d'avoir des chiffres, de savoir ce que ça va représenter et puis qu'on puisse dire dans quelques années, bah, effectivement, on a réussi, je l'espère, à développer cette culture. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Hop. Voilà, donc on a aussi évidemment mobilisé les pépiniéristes, qui l'étaient déjà dans le cadre des travaux d'Héritat, mais là on les a remobilisés à nouveau. Il y en a 5 en Guadeloupe qui vont être agréés d'ici la fin de l'année par la DAF très prochainement. Donc agréés pourquoi? Ben, notamment sur le POSEI pour qu'ils puissent bénéficier des aides à la production de ces plants sains. Ces pépiniéristes, ben, on a repris le cahier des charges aussi de production qui n'est pas obligatoire, mais qui a été validé et qui est partagé par tous, donc à la fois les partenaires de la recherche et les pépiniéristes. Et on va leur demander aussi de fournir d'autres arbres fruitiers, puisque sur ces vergers d'agrumes, on ne va pas mettre que des agrumes, il faut aussi diversifier et ne pas se rendre vulnérable à d'autres catastrophes qui pourraient arriver. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, on s'est dit également donc qu'il y avait des financements pour la formation et comme ce plan de relance est quand même basé sur peut-être des choses qui peuvent paraître basiques, mais en gros sur un itinéraire technique donc basé sur la taille des arbres, l'irrigation, une bonne fertilisation et un bon respect de ce que le CIRAD a mis en place vraiment de façon très pratique au niveau des vergers. Donc, il faut que les acteurs soient formés. Donc, pour cela, on va former à la fois les agriculteurs, mais aussi les techniciens qui vont les encadrer pour qu'ils aient tous la même approche et puis que ces techniciens puissent les suivre tout au long de ces plantations. Il faut aussi former les salariés des exploitants parce que c'est souvent eux qui vont faire la taille et donc qui auront une grande influence. On a vu que c'était la taille qui était très, très importante dans ce plan. Voilà, des formations liées à l'apiculture. Donc, on propose 2 sortes de formations pour ceux qui sont intéressés. Donc, une formation vraiment à devenir apiculteur, implanter des ruches et produire du miel. Et une formation simplement à la sensibilisation, c'est-à-dire accepter des ruches dans ces vergers. Et donc, voilà, savoir un peu au niveau sécurité où ce qu'il faut faire ou pas quand il y a des ruches dans son verger. Donc, sachez que ces formations, eh bien, les premières formations agrumes vont commencer dans 15 jours. Donc voilà, tout ça est en place. Il y a déjà des inscriptions d'agriculteurs. On a pour l'instant recensé une trentaine d'agriculteurs intéressés. On continue à les recenser s'il y en a qui veulent intégrer le plan. Et donc, les formations à l'apiculture commenceront en début d'année prochaine. On peut passer à la diapo suivante. Bientôt fini, je vais accélérer parce qu'il faut qu'on ait un peu de temps pour discuter. Donc voilà, donc toutes les aides, donc ça c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais toutes les aides qui sont mobilisables, elles existent déjà. Nous, on aurait bien aimé, et je ne désespère pas, pour qu'on puisse accompagner les agriculteurs pendant quelques années, parce que évidemment, ça ne va pas produire tout de suite et c'est quand même de gros investissements. Oui, effectivement, on a très peu d'aides qui existent pour du fonctionnement et des choses comme ça. Donc voilà, mais je ne désespère pas parce que nos agriculteurs ont besoin d'être aidés. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, au niveau technique, on se dit qu'il y a certainement des partenariats aussi à faire avec les fournisseurs d'intrants organiques. Voilà, faire les analyses de sol pour aussi faire en sorte que toutes les plantations de vergers soient faites dans de bonnes conditions. Il faut réfléchir, bon ça c'est une problématique générale, mais au vol sur les exploitations, donc des vergers peut-être pas clôturés, mais en tout cas protégés. Euh, voilà, et puis on va mettre en place des outils de suivi, de mise en œuvre du plan. Donc pourquoi pas une cartographie, des mesures de rendement, de coûts de production, création de références évidemment, et pour diffuser et aussi que nous, ça nous permette d'évoluer euh, dans notre plan. Voilà, on va passer à voilà, la diapo suivante sur les autres perspectives. Donc, c'est pas vraiment des autres perspectives, mais non, c'est la précédente, Raphaël, avant de finir. Voilà. Donc, la volonté de couvrir le marché local en agrumes de façon organisée. Ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est de façon qu'on sache ce qu'on produit et où ça va.
Ça va nous permettre, je l'espère aussi, de structurer d'autres filières, hein, comme des fruits et légumes qu'on ne trouve pas forcément, qui existent évidemment en Guadeloupe, plutôt chez les particuliers, mais qui ne sont pas encore totalement structurés. Et voilà, on peut aussi penser à structurer une filière d'agrotransformation derrière sur des jus, organiser les pépiniéristes qui sont souvent un peu individuels, mais je pense qu'il y a moyen du coup de les regrouper. Et puis avoir du miel d'agrumes, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc pour conclure, hein, on s'est mis des objectifs sur 5 ans avec une plantation d'une centaine d'hectares, une production de 3000 tonnes de citron vert, la structuration, comme je viens de le dire, en parallèle d'autres filières. Et donc les besoins, c'est que les agriculteurs s'engagent vraiment dans ce collectif, qu'il y ait un encadrement, qu'on sache où on va, que les travaux de la recherche continuent, que les aides financières soient mobilisées, avec la petite faute d'orthographe, désolé. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'exemple même d'un projet RITA qui a fonctionné, c'est-à-dire qu'au départ, tout le monde s'est emparé de cette problématique. Tout le monde a travaillé ensemble de façon cohérente avec chacun ses apports. On est dans de l'agroécologie, peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment dit, mais l'itinéraire technique mis en place par le CIRAN n'a aucun intrant chimique ou autre, donc on est vraiment dans quelque chose de vertueux. Donc voilà, en moins de 15 ans, tous ces acteurs ont réussi à faire en sorte qu'on ait cet espoir de retrouver des agrumes sur notre territoire, et c'est important pour nos consommateurs. Voilà, je vous remercie. Place aux questions. Merci Manuel, merci Raphaël. Il y a pas mal de questions, puis on voit que ça intéresse vraiment tous les territoires quand je vois les questions des participants. Alors j'ai une question de Jean Guillot du CIRAD pour toi Manuel. Est-ce que le plan ne concerne que les citrons ou aussi d'autres agrumes? Alors, la question s'adresse un peu à nous deux, mais c'est vrai que les deux variétés, pour l'instant, plus tolérantes et mises en place par le CIRAD sont des variétés de citron vert, effectivement. Et d'où Merci. l'intérêt des autres travaux de recherche sur les autres agrumes. Bien sûr. Et peut-être en corollaire, j'ai une question de Yannick Soupapoulet de la Rifel à La Réunion qui dit est-ce que nous sommes encore dans une phase d'évaluation variétale de la résistance ou de la tolérance au HLB? Je vais essayer, Raphaël, mets ton micro, Raphaël. T'entends pas? Pardon? Je te- Oui, on est encore dans de l'évaluation. Alors, on sait que les variétés qu'on a sélectionnées, là, on parlait du lignes remontant, aussi de la ligne Tahiti, on sait que c'est quelque chose qui marche bien. Si il y a en gros, on arrive à maintenir la parcelle pendant plus de 10 ans avec certitude. Si les pratiques culturelles d'irrigation, de nutrition, de taille sont mises en œuvre convenablement, on sait que ça marche. Par contre, à un temps plus long, on sait que l'arbre va commencer à souffrir. Donc l'idée aussi, c'est de ne pas survendre, hein. On ne va pas dire aux gens, on vous a trouvé une solution, hein. L'idée, c'est de pouvoir relancer une filière, de pouvoir produire localement et de maintenir ces productions. Alors sur les autres variétés, on a également d'autres génotypes de type mandarine, pomelo, qui sont prometteurs. Et donc on commence aussi à évaluer avec les agriculteurs. La variété qui est aujourd'hui qui est en défaut, c'est l'orange, parce que c'est quand même la variété la plus sensible et on n'a pas vraiment de solution aujourd'hui à proposer, dans la mesure où les orangers sont des variétés extrêmement sensibles à la maladie. Ok. J'ai une question de Patrick R, donc un collègue de la Guyane, qui nous dit bonjour. Il était avancé que le maintien des agrumes en état végétatif était un gage de non-développement de la maladie. Et donc l'arrosage serait donc une solution pour éviter les gros stress végétatifs. Est-ce que vous confirmez? Alors la problématique, c'est que quoi qu'il arrive, quand l'arbre va faire de nouveaux flushs, de nouvelles pousses, il y a des jeunes pousses appétentes qui vont être présentes et les psylles vont pouvoir venir parce qu'ils sont intéressés, ils viennent se nourrir sur ces jeunes pousses et quoi qu'il arrive, l'infection va avoir lieu. Un Mhm. agriculteur aussi, son souhait, c'est de produire. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on mette l'arbre en stress, entre guillemets, de manière à ce qu'il puisse y avoir floraison, fructification et des fruits à récolter. Et c'est vrai qu'à la fin de la fructification, les arbres sont souvent fortement stressés en raison de la maladie. Et c'est là où justement les processus de taille, les processus de nutrition permettent de relancer toute la partie métabolique de l'arbre pour avoir le développement de nouvelles pousses et favoriser une relance
de tout l'état physiologique de l'arbre. Donc c'est des affaires de balance qu'on a un petit peu mis en place dans tous les travaux qu'on a pu mener et qui montrent qu'on est capable de gérer ça pour les variétés les plus tolérantes. Merci Raphaël. J'ai une question de Rémi Picard de la Fredon Martinique. Le cahier des charges pour la certification des pépiniéristes guadeloupéens est-il diffusable et implique-t-il de produire en serre insect-proof? Alors, je vais prendre la parole. Oui, alors en fait, depuis le mois de février, hein, depuis le lancement de ce plan, on a beaucoup travaillé avec les pépiniéristes au cours de 2-3 réunions pour travailler sur ce cahier des charges. Donc, on est parti de l'ancien cahier des charges qui avait été établi il y a une dizaine d'années, qui tendait vers la norme CAC. Et on est reparti aussi du cahier des charges qui a été fait récemment, je crois, en Martinique. Et on a travaillé à partir de ces deux bases de cahier des charges. Et voilà, on l'a validé à la fois avec bien sûr les pépiniéristes, mais il y avait aussi la Fredon de Guadeloupe que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans les partenaires, et l'IT2 et les autres partenaires pour que tout soit cohérent, que tout le monde, et la DAF évidemment. Voilà, donc ce cahier des charges n'est pas obligatoire en termes de production, il n'y a pas d'obligation réglementaire, hein. Néanmoins, on se rapproche vraiment beaucoup de différentes normes et il y aura effectivement des contrôles, des autocontrôles de la part des pépiniéristes et puis de la part de la DAF au niveau sanitaire. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il implique de produire en serre insect-proof les plants sains et d'autres mesures que les pépiniéristes doivent respecter. Et si vous voulez, on peut le diffuser, il n'y a bien sûr il y a rien à cacher. Alors, il y a Yannick Soupapoulet de La Réunion qui nous dit le cahier des charges pépiniériste est obligatoire pour le POSEI. Voilà, pour Alors, oui, alors effectivement, mais c'est un cahier des charges. enfin, une En complète. fait, Voilà, c'est vrai il est qu'évidemment, complet. avec la Mm, DAF, voilà, ça mm. complète. Effectivement, pour le POSEI, il y a un cahier des charges, mais qui n'est pas forcément aussi contraignant que celui qu'on a mis en place, là. Donc, effectivement, la DAF doit passer avant la fin de l'année voir les pépiniéristes pour valider leur agrément, pour que ça puisse être, pour que le POSEI soit utilisable dès l'année prochaine. Très bien. J'ai une question de Benoît Huguet de Guadeloupe. En utilisant le micro-citrus comme porte-greffe, est-ce qu'il y aura un impact sur le port de l'arbre? Alors, il y aura le microcitrus, c'est un apparenté agrume qui n'est pas très très vigoureux. Donc là, si vous greffez sur du microcitrus, vous allez avoir un arbre qui va pas se développer très rapidement. Et quoi qu'il arrive, si vous greffez dessus un oranger, vous allez avoir l'infection qui va se faire. Alors, il est probable que, effectivement, pour le compartiment racinaire, il va y avoir une meilleure tolérance. Même on va parler de résistance dans la mesure où il est attendu que la bactérie ne se développe pas dans le compartiment racinaire. Mais quoi qu'il arrive, l'étage supérieur va être infecté. Donc, ce qu'on essaie de rechercher pour la partie porte-greffe en utilisant les microcitrus, c'est à la fois la résistance et la vigueur. Donc ça implique de faire des croisements avec des porte-greffes déjà existants qui permettent de donner de la puissance à l'arbre, qui va pouvoir permettre de faire des racines nombreuses et également à permettre le développement des tiges de façon importante de la variété que l'on a greffé dessus. Merci Raphaël. Une dernière question et Benoît Huguet te dit merci aussi. Une dernière question de Nathalie Arrojo du Bureau des fruits et légumes à la DGPE. Où en sont les recherches en Chine? Est-ce qu'il y a des collaborations? Vu que c'est peut-être le berceau en fait de la maladie. C'est le berceau de la maladie. On essaye de collaborer avec eux. On doit dire que c'est pas facile. Il y a un exemple, il y a un papier qui vient de sortir qui a fait la couverture de Science il y a moins de 6 mois, où il faisait état d'avoir trouvé un peptide justement dans ces apparentés agrumes qui serait à l'origine de la résistance stricte. Donc, on est extrêmement intéressé dans la mesure où aujourd'hui personne n'a été capable de mettre en évidence les gènes de résistance. On a regardé un petit peu parce qu'on a quand même 400 génomes qui sont reséquencés. On a un très très gros programme de recherche en génétique et on ne retrouve pas les mêmes choses qu'eux. On ne retrouve pas ce dont ils nous parlent. Donc, est-ce qu'ils sont très enthousiastes ou est-ce qu'ils disent pas exactement toute la vérité, même quand on fait la couverture de Science, c'est un peu difficile d'interagir avec eux. Alors, c'est un sujet extrêmement chaud, entre guillemets, hein, économiquement très important. Du point de vue des pratiques culturales, aujourd'hui, ce qui est fait en Chine, hein, ils sont infectés par la maladie, mais la culture des agrumes se fait dans des très grandes vallées et on fait un peu des zones qui sont d'exclusion pour protéger
quand on replante, on va essayer d'avoir du contingentement, d'avoir des pépiniéristes locaux qui produisent localement et on ne transfère pas de plants d'une région à une autre. Finalement, ils font à peu près la même chose que nous, hein. Et aujourd'hui, on n'a pas au niveau international de données qui nous disent que la problématique HLB est sans impact en Chine, hein. Ils sont dans la même situation que tous les pays qui sont affectés. On essaye de collaborer avec eux, mais c'est compliqué, pour être honnête. Très bien. Eh ben, écoutez, j'ai plus d'autres questions dans le chat. Donc, Il y avait une demande sur le mandarinier, s'il était le plus ah oui. sensible. Le mandarinier, lui, il y a des mandariniers très sensibles, mais il y en a qui se comportent plutôt pas mal. Par exemple, on a une sélection d'un mandarinier qui est un hybride qu'on a sélectionné il y a une vingtaine d'années et qui était sur Neufchâteau en Guadeloupe. Il se comportait très très bien. C'est quasiment, la bactérie est présente quand on utilise la QPCR pour le détecter. Par contre, ce mandarinier présente très très peu de symptômes. Donc, il fait partie des sélections qu'on évalue actuellement avec les agriculteurs. T'as l'œil, Raphaël. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Il me semble pas. Je peux dire C'est qu'on a, bien. on a mangé quelques mandarines la semaine dernière, là, parce qu'on a fait une réunion donc, pour présenter les formations, Mhm. formations apicoles et agrumes, quoi. Et bon, c'était quand même pas mal, quoi. Il y avait déjà une belle production. Donc c'est vrai que c'est encore du boulot, mais ça donne de l'espoir. C'est vrai que les agriculteurs, même la semaine dernière, quand on voit ces arbres remplis de fruits, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Quoi. C'est parlant. Ça fait plaisir. En tout cas, ce sont des travaux qu'on va suivre de près au sein du RITA, et parce que on le voit, ça intéresse l'ensemble des territoires ultramarins. Euh, Dans les actes du séminaire virtuel, donc vous retrouverez pardon, les différents supports et donc les coordonnées aussi de nos deux intervenants pour si vous avez des envies de collaboration ou des propositions plutôt de collaboration ou de questions à l'image de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Il y avait également un projet qu'on avait évoqué avec Raphaël à la suite de la présentation sur le HLB du Tekken Bio, c'était de pouvoir organiser dans le cadre d'Erita une visite du CRB de Corse, voilà, un peu avant le salon de l'agriculture, quand nos amis ultramarins sont sur le territoire hexagonal, pour qu'on puisse voilà, se retrouver autour de cette question-là et lors d'une sortie à la fois technique et conviviale. Euh, le Oui, CRB, rappelle-moi, c'est conservatoire? Non, c'est centre. centre de ressources biologiques. Donc voilà, c'est la Voilà. collection de San Giuliano qui se situe en Corse, en plaine orientale, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bastia. Sur près de 12 hectares, vous avez près de 1000 variétés qui sont représentées. C'est l'ensemble de la diversité agrumes dont on dispose et qui nous permet de mener à bien nos programmes de recherche. Et donc, c'est quelque chose je dirais, d'assez fantastique à venir visiter en période de fructification. Et effectivement, la période proposée, juste avant le salon de l'agriculture, correspond bien pour venir en Corse et visiter cette collection. Et on sera heureux de vous accueillir si effectivement c'est possible d'organiser cela. Voilà, donc ça me permet de faire la transition avec la suite, en fait, dans le cadre d'Erita et nos prochains rendez-vous. Donc ça, sur le HLB, enfin, et sur la filière agrumes plus particulièrement, ce sera l'un des prochains rendez-vous. Donc pour être tenu informé de quand on ouvrira les inscriptions, quand on aura défini le programme avec les collègues du CIRAD, donc pour être tenu informé, pensez à vous inscrire à la newsletter dont je vais vous mettre le lien dans la conversation. Donc le prochain rendez-vous en présentiel et en dehors de ce dont on vient de parler, ce sera lors du colloque annuel d'Erita le vendredi 27 février 2026. Donc vous pouvez dès à présent noter la date. C'est toujours le vendredi du salon en matinée, voilà, sur le site du salon.
Là aussi, toutes les infos, renseignements, inscriptions seront dans la newsletter. Je vous encourage à donner votre avis sur ce séminaire virtuel et à nous faire remonter vos souhaits d'intervention futures, de partenariat avec le formulaire d'évaluation qu'on va vous faire parvenir. L'idée à la fois avec bien sûr les pépiniéristes, mais il y avait aussi la Fredon de Guadeloupe que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans les partenaires, et l'IT2 et les autres partenaires pour que tout soit cohérent, que tout le monde, et la DAF évidemment. Voilà, donc ce cahier des charges n'est pas obligatoire en termes de production, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Néanmoins, on se rapproche vraiment beaucoup de différentes normes et il y aura effectivement des contrôles, des autocontrôles de la part des pépiniéristes et puis de la part de la DAF au niveau sanitaire. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il implique de produire en serre insecte-proof les plants sains et d'autres mesures que les pépiniéristes doivent respecter. Et si vous voulez, on peut le diffuser, il n'y a bien sûr il y a rien à cacher. Alors, il y a Yannick Soupapoulet de La Réunion qui nous dit le cahier des charges pépiniériste est obligatoire pour le POSEI. Voilà, Alors, oui, alors effectivement, mais c'est un cahier des charges. Enfin, une En complète. fait, Voilà, il est évidemment, complet. avec la Mm. DAF, voilà, ça Mm. complète. Effectivement, pour le POSEI, il y a un cahier des charges, mais qui n'est pas forcément aussi contraignant que celui qu'on a mis en place là. Donc, effectivement, la DAF doit passer avant la fin de l'année voir les pépiniéristes pour valider leur agrément, pour que ça puisse être, pour que le POSEI soit utilisable dès l'année prochaine. Très bien. J'ai une question de Benoît Huguet de Guadeloupe. En utilisant le micro-citrus comme porte-greffe, est-ce qu'il y aura un impact sur le port de l'arbre? Alors, il y aura le microcitrus, c'est un apparenté agrume qui n'est pas très très vigoureux. Donc là, si vous greffez sur du microcitrus, vous allez avoir un arbre qui va pas se développer très rapidement. Et quoi qu'il arrive, si vous greffez dessus un oranger, vous allez avoir l'infection qui va se faire. Alors, il est probable que, effectivement, pour le compartiment racinaire, il va y avoir une meilleure tolérance. Même on va parler de résistance dans la mesure où il est attendu que la bactérie ne se développe pas dans le compartiment racinaire. Mais quoi qu'il arrive, l'étage supérieur va être infecté. Donc, ce qu'on essaie de rechercher pour la partie porte-greffe en utilisant les microcitrus, c'est à la fois la résistance et la vigueur. Donc ça implique de faire des croisements avec des porte-greffes déjà existants qui permettent de donner de la puissance à l'arbre, qui va pouvoir permettre de faire des racines nombreuses et également à permettre le développement des tiges de façon importante de la variété que l'on a greffé dessus. Merci Raphaël. Une dernière question et Benoît Huguet te dit merci aussi. Une dernière question de Nathalie Arrojo du Bureau des fruits et légumes à la DGPE. Où en sont les recherches en Chine? Est-ce qu'il y a des collaborations? Vu que c'est peut-être le berceau en fait de la maladie. C'est le berceau de la maladie. On essaye de collaborer avec eux. On doit dire que c'est pas facile. Il y a un exemple, il y a un papier qui vient de sortir qui a fait la couverture de Science il y a moins de 6 mois, où il faisait état d'avoir trouvé un peptide justement dans ces apparentés agrumes qui serait à l'origine de la résistance stricte. Donc, on est extrêmement intéressé dans la mesure où aujourd'hui personne n'a été capable de mettre en évidence les gènes de résistance. On a regardé un petit peu parce qu'on a quand même 400 génomes qui sont reséquencés. On a un très très gros programme de recherche en génétique et on ne retrouve pas les mêmes choses qu'eux. On ne retrouve pas ce dont ils nous parlent. Donc, est-ce qu'ils sont très enthousiastes ou est-ce qu'ils disent pas exactement toute la vérité, même quand on fait la couverture de Science. C'est un peu difficile d'interagir avec eux. Alors, c'est un sujet extrêmement chaud, entre guillemets, hein, économiquement très important. Du point de vue des pratiques culturales, aujourd'hui, ce qui est fait en Chine, hein, ils sont infectés par la maladie, mais la culture des agrumes se fait dans des très grandes vallées et on fait un peu des zones qui sont d'exclusion pour protéger. Quand on replante, on va essayer d'avoir du contingentement, d'avoir des pépiniéristes locaux qui produisent localement et on ne transfère pas de plants d'une région à une autre. Finalement, ils font à peu près la même chose que nous, hein. Et aujourd'hui, on n'a pas au niveau international de données qui nous disent que la problématique HLB est sans impact en Chine, hein. Ils sont dans la même situation que tous les pays qui sont infectés. On essaye de collaborer avec eux, mais c'est compliqué, pour être honnête. Très bien. Eh ben, écoutez, j'ai
plus d'autres questions dans le chat. Donc, Il y avait une demande sur le mandarinier, s'il était le plus ah sensible. oui. Le mandarinier, lui, il y a des mandariniers très sensibles, mais il y en a qui se comportent plutôt pas mal. Par exemple, on a une sélection d'un mandarinier qui est un hybride qu'on a sélectionné il y a une vingtaine d'années et qui était sur Neufchâteau en Guadeloupe. Il se comportait très très bien. C'est quasiment, la bactérie est présente quand on utilise la QPCR pour le détecter. Par contre, ce mandarinier présente très très peu de symptômes. Donc, il fait partie des sélections qu'on évalue actuellement avec les agriculteurs. T'as l'œil, Raphaël. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Semble pas. Je peux dire Ça qu'on a, me dit rien. on a mangé quelques mandarines la semaine dernière, là, parce qu'on a fait une réunion donc, pour présenter les formations, Mhm. formations apicoles et agrumes, quoi. Et bon, c'était quand même pas mal, quoi. Il y avait déjà une belle production. Donc c'est vrai qu'il y a encore du boulot, mais ça donne de l'espoir. C'est vrai que les agriculteurs, même la semaine dernière, quand on voit ces arbres remplis de fruits, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est parlant. Ça fait plaisir. En tout cas, ce sont des travaux qu'on va suivre de près au sein du RITA, et parce que on le voit, ça intéresse l'ensemble des territoires ultramarins. Euh, Dans les actes du séminaire virtuel, donc vous retrouverez pardon, les différents supports et donc les coordonnées aussi de nos deux intervenants pour si vous avez des envies de collaboration ou des propositions plutôt de collaboration ou de questions à l'image de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Il y avait également un projet qu'on avait évoqué avec Raphaël à la suite de la présentation sur le HLB du Teken Bio, c'était de pouvoir organiser dans le cadre d'Erita une visite du CRB de Corse, voilà, un peu avant le salon de l'agriculture, quand nos amis ultramarins sont sur le territoire hexagonal, pour qu'on puisse voilà, se retrouver autour de cette question-là et lors d'une sortie à la fois technique et conviviale. Euh, le Tout- CRB, rappelle-moi, c'est conservatoire? Non, c'est centre. centre de ressources biologiques. Donc voilà, c'est la Voilà. collection de San Giuliano qui se situe en Corse, en plaine orientale, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bastia. Sur près de 12 hectares, vous avez près de 1000 variétés qui sont représentés. C'est l'ensemble de la diversité agrumes dont on dispose et qui nous permet de mener à bien nos programmes de recherche. Et donc, c'est quelque chose je dirais, d'assez fantastique à venir visiter en période de fructification. Et effectivement, la période proposée, juste avant le salon de l'agriculture, correspond bien pour venir en Corse et visiter cette collection. Et on sera heureux de vous accueillir si effectivement c'est possible d'organiser cela. Voilà, donc ça me permet de faire la transition avec la suite, en fait, dans le cadre d'Erita et nos prochains rendez-vous. Donc ça, sur le HLB, enfin, et sur la filière agrumes plus particulièrement, ce sera l'un des prochains rendez-vous. Donc pour être tenu informé de quand on ouvrira les inscriptions, quand on aura défini le programme avec les collègues du CIRAD, donc pour être tenu informé, pensez à vous inscrire à la newsletter dont je vais vous mettre le lien dans la conversation. Donc le prochain rendez-vous en présentiel et en dehors de ce dont on vient de parler, ce sera lors du colloque annuel d'Erita le vendredi 27 février 2026. Donc vous pouvez dès à présent noter la date. C'est toujours le vendredi du salon en matinée, voilà, sur le site du salon. Là aussi, toutes les infos, renseignements, inscriptions seront dans la newsletter. Je vous encourage à donner votre avis sur ce séminaire virtuel et à nous faire remonter vos souhaits d'intervention futures, de partenariat avec le formulaire d'évaluation qu'on va vous faire parvenir. Non, bah, nous aussi, hein, en fait, je pense qu'on peut dire On- merci à tout le monde. On est à Merci à votre vous. disposition. Et voilà, Et puis, et au travers de Gwendoline aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si ça. on peut également y répondre. Et voilà. Merci à tous. Et puis, merci pour vos encouragements dans le chat. Oui. Ouais, merci Allez, beaucoup.